Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne. Je me frotte les mains parce qu'aujourd'hui je suis avec un invité qui décoiffe. Son nom, Laurent Combalbert. Mais avant qu'on parle un peu plus de lui, que je vous parle de tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, et je peux vous dire que c'est assez impressionnant, et bah, évidemment, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne, parce que ça fait quand même longtemps que je vous ai pas demandé, et je trouve que ça serait quand même assez sympa. Blague à part, ça me ferait très plaisir, surtout si vous appréciez ces interviews, sachez que j'en diffuse toutes les semaines, pour être sûr de ne pas les rater, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Alors du coup, si je reviens à Laurent Combalbert, qui est-il? Il est tout simplement l'un des plus grands négociateurs au monde. Cet officier de police est un ancien du RAID qui maintenant s'est mis à son propre compte. Il en parle un petit peu d'ailleurs dans l'épisode et nous explique pourquoi il a voulu quitter la fonction publique. Mais globalement, c'est vraiment une référence dans le monde de la négociation, tant négociation terroriste que la négociation évidemment commerciale. Et vraiment, il va nous livrer énormément de conseils sur ce sujet, mais pas que. On a également beaucoup parlé de leadership. J'ai personnellement trouvé que Laurent était une personnalité très attachante et cette interview passionnante. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurent Combalbert. Bonjour Laurent, Bonjour Pauline. enchantée. Merci mille fois d'être avec moi aujourd'hui. Je suis absolument ravie. Merci de cette invitation, je suis très heureux d'être là aussi. Alors Laurent, j'aimerais commencer par rentrer dans votre univers tout de suite. C'est certainement une question qu'on vous a posée 1000 fois, mais j'avoue que quand j'ai lu votre biographie, je me suis dit: «Il faut que je commence par là». Cette fois, vous êtes resté en négociation pendant 19 heures à la prison de Fresnes. Mmh. Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on le revive avec vous pour qu'on comprenne ce que c'était que ce métier, pardon. Bah, vous imaginez une journée ensoleillée, un dimanche, vous avez le temps de bricoler, alors vous êtes d'alerte, mais vous savez que ça sonne rarement le dimanche. Vous êtes en train de faire la peinture dans votre maison et puis tout d'un coup le beeper sonne, il doit être 14h45, 15h pour vous signaler une prise d'otage à la prison de Fresnes. Donc là vous lâchez tout ce que vous avez, je suis en train de faire de la peinture, donc j'ai de la peinture plein les doigts, je prends même pas le temps de me nettoyer les doigts et je remonte avec, mon véhicule de fonction, un gyrodotton sur l'autoroute A6 pour aller au raid et on nous signale une prise d'otage à la prison de Fresnes. Alors la prison de Fresnes a cette particularité qu'elle est au cœur de la ville de Fresnes, donc en pleine région parisienne, et un hélicoptère a essayé de récupérer 2 détenus lourdement condamnés en plus qui ont essayé de s'évader. Il leur a balancé une corde. La corde étant trop courte, les 2 détenus sont restés dans la prison, l'hélicoptère est parti et du fait de leur échec d'évasion, ils ont pris en otage 2 surveillants et ils sont retranchés au cœur de la prison. Donc c'est compliqué parce que c'est une prison, un lieu qui est fait pour que personne ne sorte, mais pour que personne ne rentre. Mmh. C'est un lieu que connaissent parfaitement les preneurs d'otages. Ils ont 2 surveillants en otage, des personnes qu'ils n'aiment pas particulièrement et donc ils vont faire une demande qui en plus est complètement irréaliste. Ils veulent qu'on ouvre la grille principale pour qu'ils sortent. Donc voilà, il va falloir, se mettre dans le bain très, très vite, créer le contact, créer la relation. On est 2 négociateurs, il y a 2 preneurs d'otages, on se passe la balle et on tient 19 heures pour arriver finalement à d'abord à les séparer, à faire sortir l'un des 2 preneurs d'otages avec son otage et puis à convaincre le second de rendre son otage et de sortir, sain et sauf. Mais alors quand vous dites 19 heures, ça me paraît, dément sincèrement. Ça veut dire que vous êtes physiquement 19 heures sur le terrain à parler à ces personnes, à négocier? C'est pendant toute la durée quasiment les 19 heures ou il y a quand même des pauses? Enfin, comment ça se passe concrètement? En fait, c'est l'autre qui va décider du rythme des contacts. Et généralement, dans une négociation, par exemple commerciale, on prend en compte le rythme comme étant un élément de contrôle. Là, on fait l'inverse. On laisse la main au preneur d'otage. C'est lui qui va décider du nombre de contacts, de la durée des contacts. On peut, nous, décider de ne pas lui parler pendant un petit moment. Par exemple, quand il refuse d'accéder à une de nos demandes, de parler aux otages ou autre. Mais on essaie de maintenir le contact, parce que plus on crée le contact, plus on crée la relation. Et plus on crée la relation, plus on a de renseignements. Sur lui, sur sa motivation, sur ce qu'il est prêt à faire. Donc oui, si ça doit durer 45 heures, ça durera 45 heures. Ma plus longue négociation a duré 21 heures d'affilée, non-stop, sans s'arrêter. Bon alors après, l'individu s'est libéré en disant je sors, mais dites-lui qu'il arrête de me parler. Donc Là, vous pouvez plus, on c'est avait technique saturé le aussi. prédateur, Ah, c'est absolument. pas vrai. Mais c'est vrai qu'on peut faire des négociations très longues et le temps est très relatif. Dans ces moments-là, c'est pas la montre qui vous donne le temps, c'est votre tête qui va calculer la pression du temps ou pas. Et 19 heures dans ce type de situation, ça passe très vite, c'est très rapide. Bah et avec quand même, le souci d'avoir, 2 personnes, qui sont en danger de mort quoi, concrètement j'imagine, quand on est dans cette situation de prise d'otage quoi? Donc avec une sacrée pression sur les épaules. Oui, mais c'est une bonne pression. Quand la vie est en jeu, la performance n'est pas négociable. On doit être performant. Donc j'aime bien ces situations où on ne peut pas se permettre de se rater.
Je les connaissais pas mal dans la police, je les connais maintenant dans le monde du business. On a des situations dans lesquelles on doit réussir et c'est très motivant. L'enjeu d'une situation, il peut être inhibant, il va vous bloquer, ou motivant. C'est juste la façon de le positionner, le sens qu'on va donner qui va faire la Mmh. différence. L'échec n'est pas une option. Alors, quand j'ai rejoint le RAID, le 1er négociateur du RAID, Michel Marie, quand il m'a recruté, un jour m'a dit: «Il faut accepter de perdre un otage». Ah Et ouais. donc j'ai dit: «Mais non, on peut pas perdre un otage. Je fais ce job pour sauver des gens, pas pour en perdre». Il me dit: «Tu dois accepter que ce soit possible. Parce que s'il y a 5 otages, il y en a un qui se fait abattre, on peut pas baisser les bras et on peut pas, déclencher l'assaut tout de suite. Il faut laisser le temps à la colonne d'assaut de se préparer. Donc on aura encore peut-être besoin de négocier». Donc je m'y prépare pas à l'échec, je Mmh. l'accepte, mais je ne m'y prépare pas. J'ai pas de plan B. J'ai rarement de plan B quand je travaille. Et ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Je touche du bois. Je touche aussi du Ouais, bois. et je n'y crois pas, mais on sait jamais. Vous parlez souvent dans vos ouvrages, du manque d'écoute en négociation. Alors, je voulais évidemment parler de négociation, dans ce podcast, pas que ça aussi, mais est-ce que vous pourriez me parler de cette histoire de manque d'écoute? Qu'est-ce que vous entendez par là? On a l'impression que parce qu'on parle à l'autre, on est dans une relation dans laquelle on l'écoute également. Une bonne relation de négociation, c'est une négociation où on écoute pour comprendre. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les motivations de la personne qui est en face de nous. Parce qu'on est face à un désaccord, à un conflit, à une situation de blocage. On doit comprendre ce qui motive son comportement. Et ça, on ne peut pas le faire si on parle. On peut le faire si on observe son comportement, si on a un accès visuel, si on a une communication non verbale accessible, et si on écoute. Donc on doit écouter de manière organisée. On appelle ça l'écoute engagée. On doit être à sa disposition, physiquement et psychologiquement. Quand on parle à quelqu'un, on est là pour lui ou pour elle. On doit être empathique. On va percevoir ses émotions sans les partager, parce que sinon on perd notre objectivité. Mmh. On doit être assertif, parce qu'on est quand même là pour atteindre un objectif, faire sortir un preneur d'otage ou signer un contrat, et on doit être respectueux de l'autre. C'est l'autre qui va aussi nous donner les règles de respect à mettre en place, dans la distance, dans la proxémie, dans le regard, dans les mots qu'on va utiliser. Donc l'écoute, c'est pas simplement, je suis dans l'attente, d'informations qui vont arriver, c'est que je crée les dispositions nécessaires à recevoir ces informations. L'empathie quand on est face à des personnalités, qu'on respecte pas forcément ou en tout cas qui mettent d'autres personnes en danger, ça doit pas être évident quand même à titre personnel? Alors c'est pas évident, mais c'est pas négociable. Si vous voulez faire une vraie relation, créer une vraie relation, il faut avoir une attitude empathique. On va, Mmh. on va distinguer l'état émotionnel et l'attitude émotionnelle. L'état émotionnel, c'est ce qu'on ressent naturellement. Je me suis retrouvé dans des prises d'otages ou face à des kidnappings au Nigeria, en Colombie, en Indonésie, face à des gens qui étaient des criminels, dont je savais que c'était des criminels. Je n'avais aucun état émotionnel empathique envers eux. J'étais plutôt soit dans l'antipathie, soit dans le rejet, mais je devais me montrer empathique parce que s'il n'y a pas relation, je ne pourrais pas obtenir ce que je cherche. En l'occurrence, faire sortir des gens ou libérer des gens. Donc, l'état empathique, on l'organise, on va le créer. Par de l'écoute active, par de la reformulation, de la paraphrase, identifier les émotions. Même si mon état émotionnel est contraire à ça, je dois montrer une attitude empathique. Mmh. Je comprends. Vous parlez aussi souvent de débriefing. Alors là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que donc je suis aussi entrepreneur et le retour, on va dire, sur ses propres enseignements et la réflexion justement pour ne pas commettre les mêmes erreurs est évidemment clé, mais c'est malheureusement quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça. Or vous, j'ai l'impression que dans votre métier, bah, c'est quelque chose qui est en fait, systématique et nécessaire. Est-ce que vous pourriez aussi m'en parler? On va débriefer systématiquement de deux façons. Le premier mode de débriefing, c'est le diffusing. C'est-à-dire qu'on va libérer les émotions. Dans les situations qu'on peut vivre, qu'elles soient très tendues ou pas d'ailleurs, on va vivre des émotions et on va les libérer autour d'un café, autour d'une bière, autour d'un repas. Je faisais ça systématiquement quand j'étais au raid. Dès qu'il y avait un retour de mission, quelle que soit l'heure, on passait le repas suivant ensemble. Donc si on rentre à 3 heures du matin, on prenait le petit-déj à 4-5 heures ensemble pour balancer les émotions qu'on avait pu avoir. T'as eu peur, comment t'as ressenti le truc, j'étais en colère, là-dessus je me suis énervé, mais on balançait ça. Donc c'est informel un peu C'est quoi? informel, mais c'est important parce que si l'émotion, vous la balancez pas tout de suite, elle va se cristalliser, Mmh. elle va changer et elle va vous amener à rationaliser, à reconstruire ce que vous avez vécu pour le rendre écologique, c'est-à-dire conforme à l'image que vous auriez aimé avoir eue pendant ce moment-là. Donc on va balancer les émotions pendant le diffusing dès que possible. Et ensuite, on va débriefer à tiède, à 2 jours, 3 jours après, on va débriefer techniquement. Et là, ce qu'on va regarder, c'est les erreurs qui ont été commises, c'est Mmh. d'abord les bonnes choses. Dans tous les échecs, il y a les ingrédients de la réussite. Dans toutes les réussites, il y a les ingrédients de l'échec. C'est l'alchimie qui se fait différemment. Mmh. Donc, ce qui nous intéresse dans le débriefing, c'est qu'est-ce qu'on a bien fait, quel que soit le résultat. Qu'est-ce qu'on a mal fait et comment on fait pour l'améliorer. Et ensuite, qui prend en charge l'implémentation des améliorations.
C'est hyper intéressant parce que je pense que bon, je sais que vous êtes très intéressé par le monde de l'entreprise, mais, ce genre de pratique, c'est quelque chose qui est théoriquement quelque chose qu'on fait dans le monde d'entreprise et en fait, en pratique, quand on regarde, malheureusement, ça passe quand même souvent un petit peu au travers des mailles du filet et je pense notamment à cette partie émotionnelle parce que aussi en entreprise, on peut vivre des moments où en fait, alors vous parlez d'haute intensité, on vit des moments durs, quoi Mmh. et pourtant souvent on s'interdit de, lâcher prise un peu sur ses émotions parce qu'on se dit: «Non, c'est pas pro de faire ça». Vous qui êtes intéressé par le monde de l'entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, étant moi-même entrepreneur et accompagnant beaucoup d'entrprises sur leurs négociations ou leur situation de crise, on s'aperçoit que oui, les émotions sont mises sur la touche parce Mmh. qu'on pense que l'émotion, c'est une perte de contrôle. Or, toutes les émotions primaires sont légitimes, donc nécessaires. La colère, la joie, la surprise, la tristesse, toutes ces émotions sont nécessaires. Donc oui, faire comprendre à un dirigeant, ou à un collaborateur d'ailleurs, que ces émotions font partie du jeu et qu'il doit les accepter, c'est pas forcément simple. Par contre, dès qu'ils ont compris l'intérêt de le faire, parce que quand j'utilise mes émotions, d'abord, je les accepte, donc je les maîtrise plus facilement. Les émotions Mmh. primaires sont légitimes, les émotions dégradées ne le sont pas. La colère est légitime. Vous m'annoncez une nouvelle qui va frustrer mes valeurs, mes attentes, je vais être en colère. Et Mmh. vous allez le sentir. Et c'est ce message-là qui est intéressant. Ce qu'on va éviter, c'est la dégradation de la colère. La colère qui devient de l'agressivité. Ça, évidemment, c'est pas légitime. Mais les émotions primaires sont utiles pour les maîtriser. Je dois d'abord les accepter. Et ensuite, ma capacité à utiliser mes émotions au débriefing, je vais faire ce que Antonio Damasio appelle des marqueurs somatiques. Je vais marquer la mémoire émotionnelle que j'ai vécue pendant la situation. Et ça contribue à un outil formidable pour les entrepreneurs, l'intuition. Notre capacité intuitive, c'est notre capacité dans une situation donnée à comparer les émotions que j'ai pu vivre dans des situations similaires par le passé et à voir statistiquement si c'était plutôt bien, plutôt mal. Mmh. Et c'est une orientation. Alors, c'est pas une prédiction, c'est statistique, mais plus je débriefe mes émotions, plus je les accepte, plus je vais marquer cette mémoire émotionnelle et plus je vais l'utiliser dans mon intuition. Donc, on peut travailler notre intuition, on peut l'améliorer. Et donc concrètement, si on est leader, si on est manager, entrepreneur et qu'on a une équipe, il y a un truc qui se passe pas très bien, il y a une personne qui se sent pas bien et qui a une émotion forte, la peur, la colère, peu importe. Qu'est-ce que vous conseillerez à cette personne de faire? Si je suis le manager de cette personne, Ouais, d'abord d'autoriser cette émotion et ou puis, de d'aller même la et puis la solliciter verbaliser. peut-être? Ouais, ou on le voit souvent chez les réfractaires au changement. Vous annoncez à quelqu'un qu'il y a un changement dans l'organisation, un nouveau Ouais. logiciel, une nouvelle façon de travailler, et vous percevez qu'il y a des personnes qui vont devenir ce que j'appelle des ralentisseurs, qui vont freiner un peu le Mmh. système. Alors, soit ils le font volontairement, ce qu'on appelle les ralentisseurs toxiques, et ça, bon, on les traite par la neutralisation assertive, hein, on leur explique pourquoi ils sont là, on rappelle La la mission. neutralisation assertive. Et si ils ne sont pas prêts à revenir dans le sens de la mission, on les sort de l'équipe, mais on a beaucoup de ralentisseurs malgré eux, qui le font parce qu'ils ont Bah peur de oui. ce qui va se passer. La première chose à faire, c'est de verbaliser leur peur. Alors, sans les interroger sur pourquoi vous avez peur. Parce que le pourquoi est une question de justification. Pourquoi Mmh. vous faites ça? Ça demande une justification personnelle. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? C'est Mmh. très différent en termes de questionnement. Donc, je pose souvent la question, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous fait Mmh. peur? Ou même, on peut faire de la lecture de pensée. Qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter dans cette nouvelle organisation? Oui, parce que la personne ne sait même pas vraiment exactement pourquoi elle a peur peut-être? Alors, elle sait qu'elle a peur, peut-être inconsciemment, parce qu'on Ouais. va changer des choses qu'elle maîtrise. Donc, je crée de l'incertitude. On est peu appétent à l'incertitude, on n'est pas fait pour ça, instinctivement. Dès qu'il y a de l'incertitude, il y a un danger qui se cache derrière, notre cerveau reptilien reprend la main, et là, ça peut être problématique. Donc oui, on a tous peur de l'incertitude, mais l'accepter permet de la maîtriser un petit peu et permet de ne pas la subir. Donc on peut être face à des gens qui, inconsciemment ou consciemment, ont peur de ce qui va se passer parce qu'ils ne savent pas comment on va piloter. Donc cela, il ne faut pas leur expliquer ce qui va changer. Il faut leur expliquer ce qui va rester, ce qu'on va conserver. On va changer une partie du système, par contre, Mmh. toute cette partie-là, elle va rester. C'est-à-dire ce que tu maîtrises déjà, ça bouge pas. Tu as déjà la main sur ce levier-là. Et puis ensuite, leur indiquer qu'on a le droit d'avoir peur, voire même par des messages personnels. Voilà, moi, dans la nouvelle organisation, il y a des choses qui m'inquiètent. Je peux dire que moi, en tant que manager, il y a des choses qui m'inquiètent et j'ai le droit d'avoir peur. Ça autorise aussi, ça légitime Ouais. aussi la peur de l'autre. Vous avez utilisé le mot incertitude et justement je voulais en parler parce que donc, je vous ai dit, j'ai parcouru votre dernier livre, Dans la peau des leaders du leader, pardon. Alors déjà, il est extrêmement dense. Pour être honnête, je ne l'ai pas lu en entier, mais je ne peux que le conseiller aux personnes parce que pour l'avoir parcouru, franchement, je sens qu'il y a mais c'est une mine de conseils pour justement les managers, les leaders, qui souhaitent, progresser sur tous ces sujets humains et en fait, il y a plein de thèmes qui m'ont intéressée. Vous parlez d'incertitude et vous utilisez le mot de haute intensité. Est-ce que vous pourriez m'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la haute intensité? En quoi est-ce qu'on la retrouve aussi dans le monde de l'entreprise finalement? Et puis peut-être quel est le rôle du leader face à cette haute intensité? Alors c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit, je pense que ça va être mon dernier livre technique sur le leadership. J'ai déjà écrit 28 bouquins, j'ai dit beaucoup de choses. Celui-là, je pense que ce sera le dernier parce que j'ai fait ce bouquin en pensant à moi il y a 30 ans.
Quel bouquin j'aurais aimé avoir dans mon cartable ou dans mon sac à dos, quand j'ai commencé mon job de manager. Je suis rentré dans la police, qui est un métier où quand vous êtes officier, vous êtes leader tout de suite. Vous sortez de l'école d'officier, vous êtes leader. J'avais 80 personnes sous mes ordres en direct et 240 dans ma compagnie. Vous n'êtes pas préparé à ça. On vous apprend le droit, on vous apprend plein de choses, mais pas à être leader, pas à Mmh. manager des équipes. Donc on vous jette dans le bain et si j'avais eu ce bouquin-là, je pense que ça aurait pu m'aider. C'est le référentiel que j'utilise s'appelle Héraclès. J'ai créé ce référentiel d'abord parce que j'aime bien avoir des acronymes qui veulent un peu dire quelque chose. Donc Héraclès, c'est facile à retenir. Héraclès, c'est un héros, hein, les 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès, mais qui avait son côté sombre, qui a tué ses enfants, qui a tué sa femme, qui a détruit des villages parce qu'il n'a pas su maîtriser sa colère. C'est un demi-dieu, c'est le fils de Zeus et de Ackmen. Donc j'aime bien ce côté héroïque du leader. On a besoin de lui pour sauver le monde, mais le côté émotionnel, le côté Mmh. difficile à contrôler. En construction. Toujours, tout le temps. On n'a jamais fini de tailler sa pierre et Héraclès en est vraiment l'exemple. Mais je pense que le H de Héraclès, la haute intensité, c'est la première chose qu'on doit discriminer quand on est leader. La haute intensité, c'est une perception. On perçoit un niveau de tension qui peut être lié à un manque de compétences ou à l'impression qu'on a un manque de compétences. Le syndrome de l'imposteur, par exemple, fait monter la pression, alors que la plupart des gens qui s'interrogent sur leurs compétences sont compétents. Mmh. Il faut de la compétence pour s'apercevoir qu'on n'est pas compétent. Ouais. Ça peut être le manque d'informations. Les informations fausses, invalides, obsolètes, interprétées. Ça peut être la pression du temps, l'urgence, les enjeux. Bref, cette haute intensité, si c'est une perception, on peut la maîtriser, on peut la contrôler, on peut la pondérer. Donc on commence toujours nos formations, qu'elles soient en négociation ou en leadership, par le H. Hermione pour la négociation, Héraclès pour le leadership, parce que la haute intensité, c'est le job du leader, c'est le job du négociateur. On est là pour absorber l'incertitude globale. Si vous partagez votre incertitude avec votre équipe, vous ne la divisez pas, vous la multipliez. Donc on est là pour accepter qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire redescendre sur le Mmh. terrain, qu'il y a des choses qu'on va garder pour nous, nos doutes par exemple, nos propres incertitudes. Ça, on doit s'interroger, mais on doit les absorber pour ne pas les rebalancer sur nos équipes. Donc ça, je pense que c'est une des responsabilités du leader. Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que je dirais pas que c'est un reproche, mais on a pu me faire la remarque, moi et à mon mari également avec lequel je travaille, qui est que, en fait, quand je suis pas bien ou quand je vis quelque chose pas bien, ça se voit immédiatement. Et pourtant, moi, j'ai l'impression d'avoir un masque Poker face. poker face total, mais alors absolument pas. Ils me disent que ça sent dans un millier de petits détails. Et donc vous dites que pourtant, le rôle du leader, c'est de faire attention justement à ne pas que ça déborde sur les équipes. Pourtant, les équipes sont très sensibles, surtout si vous connaissent bien. Alors peut-être comment est-ce qu'on pourrait faire si vous avez des conseils à nous donner pour les personnes qui nous écoutent, qui eux aussi sont dans ce genre de situation où parfois ils sont face à une difficulté et ils n'ont pas envie de trop en parler parce qu'ils n'ont pas envie que leurs équipes aient peur, mais en même temps, Alors déjà, accepter que je ne sais pas soit une bonne réponse. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et on le dit aux équipes. Voilà, écoutez, je ne sais pas, je vais trouver la solution, on va trouver la solution, vous allez m'aider, mais pour l'instant, je ne sais pas. mm, Acceptez que avoir peur, c'est très humain et vos équipes voient que vous avez peur. N'essayez pas de le cacher, ça ne c'est ça. fonctionne pas. On a des fuites émotionnelles qui sont visibles de manière assez facile, qu'en plus notre cerveau reconnaît automatiquement, parce que la peur des animaux autour de nous va nous permettre de détecter le danger, donc on sait se détecter. Ne cachez pas ça. Pour le début de la crise de la Covid, on a tous été scotchés par ce qui s'est passé, bien évidemment. On a des clients qui nous ont appelés un peu en panique, en disant, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, l'activité s'est arrêtée, j'ai des salariés, j'ai des frais, j'ai peur, mais je ne veux pas leur montrer. On leur a dit: «Mais si, parce qu'ils ont peur comme toi». On a tous peur de ce qui se passe. La peur est pas un problème. La peur est une super émotion. Si on a peur, c'est qu'on a conscience que c'est dangereux ou qu'il y a un risque. Donc on va faire attention. Mhm. Donc on va mobiliser notre énergie. Donc on va mobiliser de la ressource. Donc oui, si vous êtes face à une situation dans laquelle vous avez une émotion primaire, laissez-la sortir, dites-le. Voilà, il y a un truc qui m'inquiète, ou ça me met en colère. Votre comportement ne me convient pas. Dire ça à un collaborateur, c'est lui montrer que son comportement impacte vos valeurs et donc génère de la colère. Ce qu'on veut pas, c'est que le leader bascule dans l'émotion dégradée. La colère qui se transforme en agressivité, la peur Mm. qui se transforme en angoisse, la joie qui se transforme en euphorie. Ces émotions dégradées peuvent être dangereuses. Et ça, effectivement, on ne les laisse pas passer. D'abord parce qu'on contrôle l'émotion, et ensuite parce que ça pourrait perturber la qualité de la relation. Mais oui, si vous avez peur, dites-le. Donc autrement dit, en fait, ce poker face n'est pas une bonne idée. Par contre, se montrer tel qu'on est, partager ses doutes, partager ses craintes, etc., il faut le faire, mais ne jamais être dans l'excès, c'est ça, si je Il comprends faut être dans bien? le contrôle, dans la maîtrise. On n'attend pas de nous d'être des machines sans émotion. Si vous ne mettez pas d'émotion dans la relation, vous êtes apathique, Mm. apathos, pas d'émotion. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de relation qui se crée. Ça ne marche pas. Mm. On forme des médecins à la relation médecin-patient pour l'observance thérapeutique. Les médecins qui nous disent je ne mets aucune émotion parce que, ben, imaginez que j'annonce 20 cancers par jour, si je mettais de l'émotion, ce serait compliqué. La relation se passe très mal avec les patients. Et tous nous le disent. Mettre de l'émotion authentique, c'est ça qui fait le lien. On est des animaux sociaux. On sait reconnaître l'émotion de l'autre. On les voit. Donc plutôt que les cacher,
et laisser en doute s'installer. Oui, partageons nos émotions, mais maîtrisons-les. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir peur quand quelque chose de grave se passe, bien évidemment. Bien sûr qu'on a le droit d'être triste quand quelque chose mérite qu'on fasse le deuil et qu'on tourne la page. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. En tout cas, moi, je l'ai toujours fait. J'ai toujours maîtrisé mes émotions parce que je les ai acceptées et ça n'a jamais posé de problème. Au contraire, dans mon management, je pense que ce côté authentique, les gens le ressentent. Il faut être soi-même. Il ne faut pas mettre des masques en pensant que oui, il faut Mmh. être une machine froide pour être un leader. Pas du tout. Et je peux imaginer, alors vous, dans le contexte à la fois de la police, mais aussi dans le contexte, du monde, des affaires, le fait de se montrer tel que vous êtes, le fait aussi de montrer quand on est face à une situation difficile et de l'accepter et de voir la réalité en face telle qu'elle est, ça peut difficile de temps en temps, mais je pense que c'est une condition sine qua non, quoi. Enfin, je veux dire, quand on est, dans des métiers comme les vôtres, là, on n'a plus le choix, quoi. Alors, il faut être capable de maîtriser notre capacité cognitive. Dès lors que la pression monte, que l'intensité monte, notre capacité cognitive diminue. On traite de moins en moins d'informations quand le stress est élevé. Donc, il faut accepter cet état de fait pour prioriser. Ensuite, il faut voir le monde tel qu'il est. Vous évoquez le fait de voir la réalité, de l'accepter. On tombe vite dans les biais perceptifs ou les biais Mmh. cognitifs parce que c'est une paresse cognitive, parce que ça rassure, parce que je comble les vides avec des interprétations. Moi, je suis dans un job où il faut faire des hypothèses. On fait plein d'hypothèses, voire même qui sortent du cadre. Et d'ailleurs, souvent, c'est l'hypothèse qui sort du cadre qui est la bonne. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on n'est jamais tout seul dans ce job. Personne. Moi, j'ai la chance de bosser avec mon épouse, qui dirige les opérations de l'agence, qui est mon binôme. C'est mon binôme de confiance. C'est-à-dire que je sais qu'elle est là et elle sait que je suis là. S'il se passe quoi que ce soit, juste un petit regard, une petite main sur l'épaule, ça veut dire attention. Donc, on additionne les capacités cognitives Mmh. et on additionne nos capacités à maîtriser les émotions de manière globale. Donc, être tout seul dans la tourmente, masquer ses émotions et s'imaginer que la vie est comme on aimerait qu'elle soit, mais pas comme elle est vraiment, c'est la meilleure façon de se planter. Alors, vous m'avez fait une belle transition parce qu'un autre mot-clé que j'avais trouvé vraiment intéressant dans votre, livre, c'est le mot de loyauté, qui est un mot pas forcément très à la mode actuellement, Ouais, malheureusement. malheureusement, et donc j'aimerais bien en parler aussi et que vous me disiez, bah, finalement, en quoi est-ce que c'est si important la loyauté? Alors, je pense que cet engagement de confiance qu'on doit avoir s'exprime dans la loyauté. La loyauté, c'est la fidélité aux engagements qu'on a pris. Donc déjà, quand on rentre dans une organisation, quelle qu'elle soit, on s'engage. Avec ce lien, l'engagement, c'est un lien qu'on va créer avec une mission, avec une équipe. Et ce lien, bah, pour qu'il soit solide vis-à-vis de tous les membres de l'équipe, il faut qu'on soit certain qu'on va le maintenir quoi qu'il arrive. Et c'est là que la loyauté apparaît. Être capable de rester fidèle à nos engagements, même quand les circonstances vont évoluer. La loyauté Mmh. élastique, ça n'existe pas. On est loyal ou on ne l'est pas. Donc on est loyal à ses valeurs personnelles, aux valeurs de l'entreprise à laquelle on adhère et dans laquelle on est rentré. Et puis on le fait dans la durée. Donc dire les choses, même quand ça fait pas plaisir, ça fait partie de la loyauté. Être là pour rappeler les points Mmh. importants, ça fait partie de la loyauté. Oui, la loyauté n'est pas, de la servilité. Bien sûr, au contraire, au Mmh. contraire. Moi, je préfère avoir des gens autour de moi qui me disent la vérité plutôt qu'ils me disent ce qui me fait plaisir. Et ça me permet de me remettre parfois les pieds sur terre et d'avoir une vraie vision. Et alors, est-ce que la loyauté, Laurent, c'est uniquement une question de temps? Comment est-ce que finalement on arrive à générer de la loyauté, quoi? Parce que c'est quand même pas évident. C'est Richelieu qui disait que la trahison n'est qu'une question de date. Moi, je pense qu'effectivement, pour créer de la loyauté, il faut créer un engagement. Avant même de demander la loyauté aux engagements, il faut être clair sur l'engagement. Pourquoi tu rejoins l'organisation dans laquelle tu es? Quel est le sens de ce qu'on fait? Mmh. Moi, je me rappelle avoir eu des gens qui candidataient pour les tests du RAID et qui venaient parce que c'était glorieux, parce que c'était Ouais. prestigieux, parce qu'ils faisaient du sport. Et j'aimais bien leur rappeler qu'on était là pour sauver des vies et peut-être mourir pour sauver quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à mourir pour sauver quelqu'un que tu connais pas? Qui est peut-être un gros con d'ailleurs, parce que ça peut arriver. Mais tu vas peut-être mourir pour le sauver. Tu es d'accord ou pas? Si tu t'interroges, attends un peu avant de poser ta candidature. Donc le sens, on est loyal à une mission, à un engagement. Donc le sens, ça commence par là. Et puis ensuite, les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont encadrer la mission? Ces valeurs, on n'y touche jamais. Les règles, elles, on peut les transgresser. Moi, je transgresse assez facilement les règles, alors de manière encadrée, hein. Dès lors qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre l'objectif, qu'on a essayé tout le reste et ça ne marche pas, dès lors que c'est ultra ponctuel, dès lors que c'est rapporté, on peut transgresser. Par contre, les valeurs, on n'y touche pas. Donc il n'en faut pas 50, parce que sinon on sait que c'est faux et ce ne sera pas exemplaire. Mais il en faut 3, 4 qui, elles, seront nécessaires. Et ces valeurs-là, c'est le socle de la loyauté qu'on aura derrière. Et donc les personnes avec lesquelles vous collaborez, et ça vaut évidemment dans le monde de la police, mais dans le monde de l'entreprise, si elles adhèrent pas fondamentalement aux valeurs, a priori, il y aura pas cette loyauté, quoi. Ben, elle reste pas, généralement. On a des quand on recrute quelqu'un, il y a une période probatoire, dans nos entreprises, dans notre réseau de négociateurs. Au bout de 6 mois, on fait un point, au bout d'1 an, si ça marche pas, la personne ne reste pas. Et donc au niveau du recrutement, d'emblée, vous parlez des valeurs, quoi, Tout de suite. j'imagine? D'abord le sens, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait?
L'agence qu'on a créée pour la formation, pour l'encadrement, son sens, c'est inspirer et transmettre. Ce qu'on veut, c'est que quand les gens assistent à une de nos conférences, une de nos formations, on les inspire et on transmette ce qu'on a appris. Mmh. Pas pour se mettre en avant, pas pour briller, on n'a plus besoin de ça. C'est juste pour faire en sorte qu'on forme des gens qui vont tous devenir meilleurs que nous, qui vont profiter de notre expérience. Ils vont pas se rappeler de notre nom quand on sera mort, ils vont peut-être se rappeler de ce qu'on leur a appris et de ce qu'ils ont fait avec. Alors ce qui compte, c'est pas la connaissance, c'est ce que vous faites avec. Mmh. Ça, c'est notre sens. On explique ça au début. Et ensuite, on a des valeurs. La confiance, c'en est une. On se dit tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet qu'on n'aborde pas. L'excellence, on cherche à faire le max à chaque fois, on s'arrache à chaque fois parce que c'est ça qui est important. Et l'audace, on ose faire des choses qui ne sont pas dans les clous, qui ne sont pas dans les cadres, parce que c'est dans la créativité qu'on va pouvoir trouver des solutions. Donc oui, c'est la première chose qu'on présente. Quand les gens rejoignent l'équipe, ils connaissent le sens, ils connaissent les valeurs. Mmh. Dernier mot-clé que je voulais aborder avec vous, c'est le mot-clé de confiance, qui du coup est un mot-clé particulièrement important pour vous d'après ce que je comprends. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est de la confiance en soi, en l'équipe, en la mission. En fait, c'est très, très large la confiance. Je pense que souvent on mélange un petit peu tout et donc bah, pareil, j'aimerais bien avoir votre vision de la confiance et en quoi est-ce que c'est un ingrédient absolument clé du leader? Je pense que si on a réussi à pondérer la haute intensité, la pression, si on a réussi à engager l'équipe par le sens, les valeurs, la mission, si on a réussi à réguler, créer des règles du jeu qui font qu'on agit ensemble, tout ça, ça va amener de la confiance, c'est-à-dire un sentiment de sécurité. Pour moi, la confiance, c'est le sentiment de sécurité qu'on dégage, soit à soi-même, à titre personnel, des gens charismatiques sont sûrs d'eux, soit au niveau de l'équipe, le sentiment de sécurité dans l'équipe. On sait Mmh. qu'il y a de la bienveillance, dans le sens originel du terme, bien veiller sur l'autre. Dans une équipe, on est bienveilleur de l'autre. Je veille sur toi comme tu veilles sur moi. J'ai pas besoin de te demander, regarde si ça va pas, ou si tu t'aperçois que je fais quelque chose de pas bien. Non, non. Naturellement, tout le monde va bien veiller les autres. Mmh. Donc, ce sentiment de sécurité, on peut pas le décréter en claquant dans les doigts, mais je pense que c'est le fruit de tout le reste. C'est l'émergence en fait. On mélange des éléments, il y a un truc qui va émerger au-dessus de tout ça, une création qui va sortir, et ça, c'est de la confiance. Et qui met des années évidemment à se construire. Et qui met des secondes à se détruire. Donc il faut être très, très attentif. Dans une organisation, la confiance, c'est un trésor qu'on essaie de manier avec attention et minutie, parce que on peut faire tomber le château de cartes assez vite. Vous avez déjà été face à une situation où vous aviez soit un de vos collaborateurs, soit peut-être vous-même, qui a été face à vraiment un manque de confiance en lui, en l'équipe, en elle, enfin? Alors, manque de confiance en lui, ça nous arrive à tous, bien sûr. Donc, on doute tous à un moment donné de notre compétence. Ça, c'est le travail du leader, de s'apercevoir quand dans son équipe, quelqu'un a besoin d'avoir un petit coup de boost, un petit plus, une formation, une assistance, un petit conseil, une main sur l'épaule, juste pour redonner confiance en soi. La confiance d'équipe, c'est aussi le job du leader, de s'assurer que tout le monde connaît le travail des uns et des autres. Après, oui, ça m'est arrivé d'avoir des collaborateurs ou des personnes que j'avais recrutées qui n'ont pas été au niveau de la confiance. On le voit assez vite, donc on prévient assez vite. Et puis, si jamais le comportement ne change pas, ou si ça impacte les valeurs de manière trop dure, on ne les garde pas, bien sûr. Mmh. C'est difficile, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer et on ne peut pas le forcer à être dans la confiance telle que nous, on l'estime être nécessaire. Ouais, c'est certain. Mm. J'aimerais maintenant parler un peu plus de vous, Laurent, si vous l'acceptez et revenir en arrière, assez loin, pas trop loin quand même, mais parler de votre enfance, Mm. et notamment comprendre, bah, où est-ce que vous avez grandi. Je ne sais pas si vous êtes de Bourgogne du coup Pas ou du tout. si alors est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre famille, de votre Ouais. enfance? Comment était le petit Laurent? Le petit Laurent était un fils unique, Ouais, donc gâté hein, par ses parents. c'est bien. Ma mère est prof, mon père était militaire. Je suis né à Toulouse Ouais. et j'ai grandi entre Toulouse et les Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle Île-en-Dodon, dans lequel j'ai eu la chance de faire des cabanes dans les arbres, d'aller à la pêche au goujon, d'avoir une mobilette. Et donc oui, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde se connaissait, tout le monde était bienveillant, tout le monde partageait sa connaissance. J'avais des instituteurs qui étaient des amis de mes parents et qui étaient là pour nous apprendre plein de choses, qui étaient là pour nous amener au ski le week-end, nous amener à jouer au rugby. Donc oui, j'ai grandi dans ce monde de partage de savoir et de connaissances. Et vous aviez un rêve petit de ce que vous alliez faire plus tard quand vous seriez Toujours, grand? j'ai toujours voulu rentrer dans la police. Donc vous saviez, Toujours. c'est lié à votre papa? Non, pas du tout, pas du tout. Bah, alors, j'ai pensé un peu à l'armée, mais quand j'ai commencé à être ado, mon père m'a dit: «Tu as une trop grande gueule pour rentrer dans l'armée, tu vas t'attirer les ennuis. La Donc police, c'est pas je mal non serai plus quand toi, même? j'irai sur un truc un peu plus souple peut-être que l'armée», et il avait raison. Donc non, non, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai fait des études de droit. Déjà, en seconde, j'étais bon en maths, donc on m'a dit: «Vous allez partir en S», hein, c'était la voie royale, c'était le rêve Mmh. de ma maman, que je fasse ingénieur. Et non, j'avais un prof d'histoire géo qui s'appelait monsieur Delbreil et qui a dit: «Non, il veut faire du droit pour entrer dans la police, donc il veut aller en B, on l'envoie en B», et il a défendu ma position. Donc vous voyez, déjà Incroyable. ça se passe à des éléments comme ça. Ensuite, j'ai fait du droit parce qu'il y avait du droit au concours d'officier
J'ai fait une maîtrise de sciences politiques parce que je voulais faire un mémoire sur la lutte antiterroriste et il y avait à Toulouse un centre d'études et de recherche sur la police. Bref, j'étais vraiment axé sur cette vision-là, toujours. J'ai pas envisagé de faire autre chose, jamais. Donc vous étiez grande gueule, quoi, si j'ai bien compris. J'étais un peu grande gueule, oui, c'est vrai. J'avais Et ça se tendance. manifeste comment, cette grande gueule? Bah, en fait, je sais pas si c'est grande gueule, mais j'avais tendance à dire ce que je pensais. D'accord. On m'a appris à dire ce que je pensais, le dire avec les formes, bien évidemment, sans agressivité, sans violence, mais quand je suis pas d'accord, je le dis. Quand je m'oppose, je propose, mais je m'oppose. Je dis non, je suis pas d'accord. Par contre, si Mmh. une fois que j'ai pu m'exprimer et qu'une décision est prise, par exemple par un supérieur, quand c'était le cas, Vous la je respectez, m'alignais, quoi? c'était discipline, j'appliquais avec discipline. Mais j'avais le droit de m'exprimer, oui. Mmh. Et puis quand mes valeurs étaient pas respectées ou quand ça heurtait mes valeurs, oui, j'avais tendance à le dire et puis à pas rester. Mmh. Quelles sont les valeurs justement que vos parents, vous ont transmises qui vous semblent être les plus importantes pour vous, celles dont vous vous rappelez le plus? Bon, la transmission, mais parce qu'avec une mère prof, c'est, nécessaire, hein. Vous lisez des bouquins, on vous apprend plein de trucs, donc ça, c'était une vraie valeur. Et puis oui, je pense dire ce qu'on pense, être soi-même. Ne pas Mmh. porter un masque et ressembler à, ce qu'on aimerait, vous faire porter comme tenue. Mais j'ai plutôt été moi-même tout le temps. Alors, ça m'a amené à faire des choix dans ma carrière qui m'ont poussé à changer beaucoup, parce que j'ai fait 10 ans dans la police et puis la lourdeur administrative au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est compliqué quand il faut 50 autorisations pour faire quelque chose qui est évident et dont vous savez que c'est la bonne chose. Ouais, au bout d'un moment, vous vous dites, stop. Donc ouais, ces valeurs-là m'ont mis en risque parce que j'ai pris des risques à chaque fois que j'ai changé d'orientation, mais elles ont toujours été, dans l'alignement de ce que j'ai fait avec ce qu'on m'a appris. Et la négociation, donc vous commencez par la police, mais sans forcément savoir que vous alliez vous orienter sur la partie Pas du tout. négociation. Mmh. Comment est-ce que ça s'est fait? En fait, je suis rentré dans la police pour rentrer au RAID. Donc quand j'ai fait mon mémoire de sciences politiques, j'ai fait un mémoire sur l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Et donc, comme je suis, un peu, tarabusteur, je vais chercher un peu les connaissances où elles sont. Je vais frapper à la porte de pas mal de policiers, notamment à Paris, et je rencontre quelqu'un qui me dit: «Il faut que tu vois, Michel Marie, qui est, négociateur au RAID». Mmh. Négociateur, je ne sais même pas ce que c'est. Donc j'appelle Michel Marie, à l'époque on a des téléphones fixes. J'appelle le standard du RAID qui me passe Michel Marie et puis on échange et on se rencontre. Et je sympathise avec lui, un bon feeling, bon contact. Mais pour le raid, moi, ce qui m'intéresse, c'est le raid pour le côté assaut, pas le côté négociation. Je passe mon concours d'officier, je sors bien classé. Je choisis mon poste, je prends la direction des sections protection intervention de la CRS 8. La CRS 8, aujourd'hui, c'est la CRS d'élite des CRS, c'est une super compagnie. À l'époque, on construisait cette compagnie-là, mais c'est surtout la compagnie qui est autour du raid. Donc, ça me permettait d'être à proximité et de préparer les tests. Et je vais voir un jour le patron du raid qui s'appelait Gérard Zerbi, un Corse. Et je lui dis par là: «Monsieur, j'aimerais passer les tests du raid, je suis prêt». Physiquement, j'étais en pleine forme, je faisais du tir, de la boxe, tout ce qu'il faut. Et il me dit: «Vous êtes trop jeune». Parce que c'est monstrueux, hein, les tests du RAID C'est des tests qui sont physiquement très, très éprouvants, psychologiquement très, très éprouvants, mais c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est la Mmh. sélection. Donc c'est de retirer, non pas les meilleurs techniquement, mais ceux qui ont, la meilleure capacité à faire fonctionner l'équipe ensemble. Mmh. Et donc Gérard Zerbi m'arrête en me disant: «Vous avez 3 ans d'ancienneté, il faut 5 ans, donc revenez dans 2 ans». Et en quittant le bureau de Gérard Zerbi, je croise Michel Marie, avec lequel je suis rentré en relation. Et il me dit: «Bon, écoute, je sais que tu veux venir au raid, moi j'ai un deal à te proposer. Si tu veux, je te recrute demain au raid». On est, début 98. Et demain, alors demain dans l'administration française, ça veut dire dans 6 mois, hein. Il me dit: «Je te recrute demain, mais tu passes pas les tests. Donc tu seras jamais à l'intervention. Tu Ah. fais une croix sur l'intervention, définitivement. On monte une équipe de négociateurs. J'ai besoin d'avoir un jeune officier. Tu parles anglais. Tu pourras aller voir ce qui se passe à l'étranger, apprendre ce que font les autres. Est-ce que ça t'intéresse? Je te laisse 24 heures pour te décider parce que voilà, faut que je monte l'équipe rapidement». Et il m'a dit une phrase qui a tout retourné. Vous avez dit que la confiance était importante. Il m'a dit: «Je te fais confiance. Je te fais confiance, on risque rien. Tu prends pas de risque particulier. Si on se plante, tu feras autre chose, tu trouveras un autre poste. Tu vas passer ton galon de capitaine dans plusieurs années. Tu prends la place de personne dans le tableau d'avancement. Mmh. Donc on sera tranquille. Je te fais confiance». Et je pense que c'est ça qui m'a retourné. Donc j'ai dit: «OK, on y va». Et on a commencé à travailler sur ce métier de négociateur. À partir de 98, je me suis mis sur ce métier-là. Ça va faire 25 ans cette année que je fais de la négociation. Et la moitié de ce que je fais aujourd'hui, c'est Michel Marie qui me l'a appris, ou au moins qui m'a donné l'étincelle en me disant: «Tiens, ce sujet, c'est vachement intéressant, tu devrais regarder ça». Mmh. Donc ouais, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous transmet. D'où aujourd'hui inspirer et transmettre. J'ai 52 ans et je me suis dit que c'était le moment d'inspirer et de transmettre les autres. Oh, vous le faites déjà depuis un moment, hein, avec vos 28 livres. Ouais, alors c'est vrai que je le fais assez naturellement, mais là, on a vraiment mis l'accent là-dessus et maintenant sur les jeunes leaders. Je pense que les jeunes leaders, on a besoin d'eux parce qu'ils vont changer le monde. C'est pas des gens de mon âge qui vont changer le monde, même si on essaye, hein. On a un campus avec des panneaux solaires, avec des poules qui font des œufs, pour éviter d'avoir un impact trop fort, mais c'est du détail, c'est une part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi, mais je pense que c'est les jeunes leaders qui vont tout changer.
Donc cela, il faut leur donner confiance maintenant. Laurent, j'aimerais revenir quand même sur vos premières années de négociation et que vous me disiez, vous, ce qui vous a le plus surpris entre l'image que vous aviez de ce métier et finalement sa réalité qui devait être tout autre. Pour moi, la négociation, c'était plutôt Belmondo. J'avais un père qui était fan de Belmondo, donc je les ai tous eus, Le Professionnel, L'As des As. Donc c'était un peu, voilà, la petite phrase: «Arrête tes conneries, pose ton calibre, on va discuter». Et Michel Marie m'a montré que c'était tout l'inverse, que c'était du temps, il fallait être patient, ce qui était pas trop mon fort. Alors ça l'est un peu plus maintenant, même si, je suis toujours impatient, mais il faut prendre du temps, il faut écouter, Ouais. il faut comprendre l'autre. J'ai mis des années à comprendre que c'est l'autre qui vous donne le pouvoir, toujours. C'est l'autre qui vous donne le pouvoir de négocier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si l'autre, qui qu'il soit, que ce soit un délégué syndical, que ce soit un DRH, que ce soit un commercial, que ce soit un preneur d'otages, que ce soit un policier, s'il ne vous donne pas le pouvoir d'être en relation avec lui, vous n'y serez pas. S'il ne vous reconnaît pas comme crédible et légitime, Mmh. vous n'avez pas d'impact. Même si vous êtes champion du monde de votre métier, il ne vous reconnaît pas comme crédible et légitime. Il ne vous écoute pas. Donc, on se base sur l'autre. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend une écoute, il attend une relation, il attend une solution, il attend un pouvoir institutionnel, un titre que j'ai et qui va lui donner, qui va me donner une accroche sur lui. Donc c'est toujours l'autre qui décide de me laisser entrer dans la négociation. J'ai mis des années à comprendre ça. Et une fois que vous l'avez compris, tac, 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 il y a plein de choses qui vont se débloquer. Vous dites: «Ah bon sang, mais c'est bien sûr». Donc oui, la négociation pour moi, c'était: «Allez, on y va», assertivité, voire agressivité, alors qu'en fait, c'est de l'empathie. En fait, c'est de l'écoute, c'est du temps, c'est la compréhension de l'autre, c'est de l'assertivité dans le sens technique du terme, défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre. Mmh. Et donc c'est aussi cette façon de gérer les conflits, qui fait qu'on crée de la valeur ajoutée, en faisant en sorte que chacun puisse s'exprimer. Vous avez évoqué, le fait que vous aviez mis des années à comprendre ce point, donc qu'est-ce qui a fait que vous avez eu, je sais pas si c'était un déclic ou si vous avez eu cette compréhension qui s'est installée dans le temps? C'est le débriefing. Mmh, le Débriefer fameux. des situations, ça permet de voir quel est le point qui a permis d'accrocher la relation, d'accrocher le contact. Donc au débriefing, j'enregistrais toutes mes négociations et je me réécoutais. Ah ouais. Et je disais Ouais, là donc c'est non, un débriefing, précis quoi, hein? c'est un des ouais, alors il y a plein de choses qu'on peut modifier. Je parle vite, comme vous l'avez constaté, comme ceux que les gens ont écoutés, comme ils vont constater. Je parle vite et donc j'ai essayé de moduler mon débit en fonction de la personne qui était en face de moi. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle me reconnaissait comme étant, une valeur ajoutée dans la relation. Pas ce que moi je voulais apporter, mais ce qu'elle souhaitait que je apporte dans cette relation-là. Donc c'est le débriefing, la réécoute, le décortiquage de chacune des relations qu'on a pu mettre en place, et c'est ça qui m'a permis de me dire: «Mais finalement, c'est l'autre qui décide de la façon dont la relation va se mener». Et vous faisiez des tests, c'est-à-dire qu'après un débriefing, hop, vous vous rendez compte typiquement que vous êtes peut-être pas adapté assez votre discours, justement vous parliez trop vite, le tempo n'était pas le bon et donc la prochaine fois vous essayez d'adapter? Systématiquement. Mmh. Quand je suis dans la transmission, quand je suis dans l'échange, j'aime bien être dans ce rythme-là, c'est important. Quand j'étais face à quelqu'un de dépressif, évidemment, je posais ma relation, je parlais plutôt comme ça, je laissais ma voix venir et donc je m'adaptais forcément à celui qui était en face. C'est drôle quand même, c'est fou parce qu'on se dit dans ce genre de situation, surtout les situations à risque fort, on se dit en fait tous ces petits éléments, qui sont complètement impalpables ne doivent pas avoir vraiment d'importance. Il y a tellement d'enjeux qui sont plus forts, et pourtant j'ai l'impression de ce que vous me dites que si, ne serait-ce que moduler la voix pour que la personne se reconnaisse, ça a en fait un impact réel. Bien sûr, bien sûr. Toutes ces techniques qu'on a mis un peu dans la boîte des soft skills, en expliquant que c'était bien les soft skills, mais bon, on le fait quand on a le temps, c'est techniquement les choses les plus importantes dans la relation. Connaître son enjeu, connaître son mandat, bien sûr que ça a du sens, mais être capable de créer la relation avec les bons outils, les bons mots. Dans le métier que j'ai fait au RAID, les mots tuent ou les mots sauvent. Mmh. C'est juste la façon de les prononcer, l'emplacement dans la phrase qui va faire toute la différence. L'effet de récence, l'effet de primauté, l'effet de halo sont des effets de conversation et de rhétorique, que quand on arrive à les maîtriser, quand on arrive à les piloter, on peut en faire quelque chose d'impactant. Alors maintenant, si je fais un parallèle avec le monde de l'entreprise qui m'intéresse évidemment beaucoup, j'ai une question un peu éthique pour vous. C'est est-ce que cette adaptation du discours, le fait de, d'une certaine manière, manipuler l'autre, est un problème éthique ou en fait, est-ce que ça fait partie des règles du jeu et que c'est une manière finalement de se mettre à disposition de l'autre? Bon. Alors c'est pas la manipulation, même si techniquement, manipulare, ça veut dire modifier volontairement avec la main. Si vous avez un objectif dans la relation que vous établissez avec l'autre, vous le manipulez. Quand vous allez vendre un de vos bijoux et que vous expliquez que ce bijou est parfait, que la lumière est idéale, eh bien, vous créez le concept pour que la personne se dise: «Oui, effectivement, c'est vrai» et vous ne lui mentez J'attire pas. l'attention sur les Absolument choses et qui c'est pas du m'intéressent. mensonge. Mmh. C'est vrai. C'est juste que ce côté-là est intéressant. C'est exactement la même chose dans la relation.
Rappelez-vous, une de mes valeurs, c'est l'authenticité. C'est ce qu'on m'a appris depuis tout petit. Être comme je suis, c'est-à-dire pas me faire passer pour ce que je ne suis pas dans la relation parce que ça va se voir à un moment donné. Je mens très peu. Ça m'arrive de mentir dans les relations de négociation sur des situations de crise, de prise d'otage. Il m'est Mmh. arrivé de mentir sur des situations de kidnapping ou de ransomware. Aujourd'hui, il m'arrive de mentir. Je le fais le moins possible parce que ça va se voir et ça va se sentir. Je le fais que quand c'est absolument nécessaire. Mais sinon, le reste, c'est comprendre ce qui va motiver l'autre et arriver à influencer son comportement pour le ramener sur un objectif commun. Pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'on partage le même objectif à un moment donné, sinon c'est pas de la négociation. Et si on ramène sur le monde de l'entreprise, où les enjeux sont quand même plus faibles que des enjeux de vie ou de mort, là, pour le coup, les valeurs d'authenticité font que le mensonge est proscrit, mais on peut par contre faire voir les choses d'une certaine manière. Oui, mais ça c'est le principe de base. D'accord. Vendre, c'est convaincre. Donc quand vous vendez quelque chose, quand je vends quelque chose, j'essaie de convaincre que mon produit est le bon, qui correspond aux besoins de mes clients. Bien sûr qu'on le fait tous. C'est pas de la manipulation. J'oriente la lumière d'une façon particulière pour montrer un avantage. Si par contre je mentais sur le contenu de ce qu'on voit, là ce serait de la manipulation, là Mmh. ce serait de la tricherie. Mais ça fait partie de notre faculté d'influence, bien sûr, on le fait tous. C'est surprenant de voir que vous évoquez que dans des enjeux qui sont moins importants que la vie et la mort dans l'entreprise, bah, on pourrait être plus éthique et plus, alors qu'en fait je constate plutôt le contraire. Mmh. Je constate que parfois sur des enjeux qui sont dérisoires, on va mentir, on va tricher, on Ouais. va menacer, alors que c'est pas nécessaire. On est obligé de rappeler que la négociation, c'est éthique. Alors que par essence, la négociation, ça ne peut être que éthique. Sinon, c'est pas de la négociation. Négocier, c'est trouver une solution juste à un désaccord entre plusieurs parties prenantes. Donc cette notion de solution juste, elle est importante parce qu'elle crée la confiance dans la relation, elle crée la confiance dans l'avenir et elle crée la confiance dans l'application de l'accord. Donc cette négociation éthique, par essence, elle est éthique. Cette négociation, par essence, elle cherche à trouver quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Mmh. Sinon, au bout d'un moment, c'est de la fausse négo, c'est du négo washing. Je vais vous faire croire qu'on va négocier, mais en fait, je vous impose mon point de vue. C'est pas de la vraie négo. Ça salit l'image de la négociation Ouais. que de laisser ce type de comportement perdurer. Mais qui est aujourd'hui, je pense, une image assez forte de la négociation en réalité. C'est-à-dire Ouais. qu'on se dit: «Bah, je vais la voir, je vais lui faire à l'envers», mais c'est pas de la négociation de ce que vous dites en Alors pour réalité. moi, c'est pas de la négociation, j'appelle pas ça de la négociation et d'ailleurs ça se voit. Il y a des gens qui se forgent une réputation de négociateurs, durs, Mmh. voire même agressifs et ça va finir par les desservir, leur desservir. Il y a des entreprises dont la marque employeur est Mmh. impactée par leur façon de négocier. La négociation, c'est l'art des frottements. C'est dans les désaccords et dans les conflits qu'on voit si la négociation crée de la valeur ou pas. Donc on voit vraiment qui est qui à sa façon de négocier. Une entreprise qui laisse ses acheteurs, qui laisse ses négociateurs négocier à la dure, menacer, utiliser des ultimatums, au bout d'un moment, sa marque employeur va être impactée. Donc quand vous allez chercher à recruter, surtout des jeunes qui rentrent dans la carrière aujourd'hui, moi j'enseigne à HEC, je vois des gamins qui disent, moi j'irai pas bosser dans une boîte dont je suis pas fier de raconter le week-end à mes potes ce que je fais. Donc oui, bien sûr que maintenant la négociation fait partie de la RSE, fait partie des comportements qu'on doit impliquer et qui sont socialement responsables. Est-ce que vous pensez que tout le monde doit, d'une certaine manière, apprendre à négocier? Est-ce que vous pensez que c'est une compétence, pour la vie qui est utile? Alors c'est plus que ça, on a créé une association qui s'appelle Don de confiance, où on forme des collégiens à la confiance en soi et à la négociation pour régler les conflits du quotidien. On leur apprend à accepter les points de vue divergents, à accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qu'ils disent, à accepter qu'un 6 écrit sur une grande affiche au milieu de la salle de classe, pour ceux qui sont à droite, c'est un 6 et pour ceux qui sont à gauche, c'est un 9 et les deux ont raison. Donc c'est aussi quelque chose qu'on devrait apprendre, bien sûr, Mmh. bien Et ce sûr. que je retiens de ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que c'est pas uniquement commercial, parce que je pense que la négociation souvent a une connotation très commerciale ou on va dire terroriste, et cetera. Mais par contre, ce que vous parlez quand vous parlez de gestion des conflits, bah, en fait, c'est autre chose. C'est, finalement de se mettre à la place de l'autre, de faire passer son point de vue, mais de savoir l'écouter et donc on est, quasiment en fait sur de la gestion de l'humain quoi, à ce stade. Ouais. Alors, le mot conflit est souvent vu de manière péjorative. Moi, j'aime bien titiller là-dessus parce que conflicter, ça veut dire aller à l'encontre d'eux. Dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et qu'il ose vous le dire, on déclenche un conflit. Et le conflit, c'est bien. Si on sait l'utiliser pour créer de la valeur ajoutée. Max Weber, Zimmel, ils ont Mmh. tous travaillé sur cette notion de conflit comme étant constructif pour les civilisations. Donc oui, la négociation, c'est un super outil pour ça. Ça valorise le désaccord des uns et des autres pour trouver une solution commune. Mmh. Et ça, évidemment, ça devrait être appris dans toutes les écoles. On devrait l'apprendre, on devrait former des profs.
S'il y a des profs qui nous écoutent et qui veulent qu'on les forme gratuitement à la négociation pour former leurs élèves, on le fera avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas, messieurs, dames, si vous nous entendez, à contacter Laurent. Je mettrai ses contacts dans les notes de l'épisode. Alors, Laurent, le temps passe et j'aimerais passer à mon crible, donc des questions un peu perso. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou une période de doute, mais voilà, vraiment un moment difficile dont vous pourriez nous parler et puis surtout les enseignements que vous en avez tirés? Bah, un moment difficile, oui, quand je décide de quitter la police, ça fait 10 ans que je suis rentré dans la police, je suis arrivé à rentrer au RAID et je m'aperçois que c'est trop, le système est un peu trop lourd pour ce que j'imaginais. J'ai envie de faire des choses, d'être assez créatif. J'ai pas mal d'idées. C'est plutôt rabroué par les gens au-dessus de moi qui s'imaginent que je vais leur prendre leur place ou que j'ai les idées qu'ils auraient dû avoir. Donc oui, à ce moment-là, vous vous doutez, vous dites: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Soit je fais comme certains, je continue à faire mon boulot et je le ferai bien, mais Mmh. je perds un peu mon engagement, ma motivation. Soit je freine le système, je dis: «Oui», mais je fais pas et ce qui est pas dans mon mode de fonctionnement. Soit je vais faire autre chose. Donc oui, c'était compliqué. C'est compliqué parce que c'est un changement de vie, d'abord. C'est un changement de motivation. Ça fait, des années que je pense qu'à ça. Je suis rentré au collège, je suis rentré au lycée, avec ça en tête et puis quand au bout d'un moment vous dites: «Finalement, c'est peut-être pas pour moi» ou peut-être que c'est pas le bon système et que je suis un peu déçu par rapport à ça. Quand vous avez idéalisé un système et qui est pas exactement ce que vous attendiez. Oui, ça a été un moment de doute, bien sûr, mais c'est pas long, le doute. On a le droit de douter, on s'interroge, on analyse et puis on prend une décision. Une fois qu'on l'a prise, on regarde si c'est une bonne décision, sinon on la change et puis en l'occurrence, ça n'a pas été une mauvaise décision, j'ai bien fait de faire ce choix. Qu'est-ce qui vous a aidé à prendre cette décision justement, à sauter le cap? Je me suis demandé quelle est la chose qui pourrait le plus te décevoir? Est-ce que ce serait de rester, de te dire: «Tu aurais pu partir et tu l'as pas fait» ou est-ce que ce serait de changer, de te dire: «Tu t'es planté, mais au moins tu auras essayé»? Voilà, quel est le regret que tu vas éviter? J'ai préféré éviter le regret de ne pas avoir essayé, cette nouvelle aventure. Alors ça tombe bien parce que ma prochaine question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Absolument rien, vraiment, vraiment, j'ai fait plein d'erreurs, et j'ai bien aimé faire des erreurs, même si j'aime pas me planter parce que on apprend quand on fait une erreur. J'ai eu quelques succès. Je changerais rien, vraiment pas. Qu'est-ce que vous trouvez beau, Laurent? Est-ce que je me trouve beau? Non, qu'est-ce bah, alors, Ah mince. aussi, mais qu'est-ce que vous trouvez beau? Ça peut être vous. Non, 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 ça sera pas moi. Qu'est-ce que je trouve beau? Je trouve beau un lever de soleil le matin. Ouais, ça, je trouve ça extraordinaire. On a sous les yeux tous les matins un truc dingue, avec le soleil qui va se lever. Alors, c'est peut-être notre réflexe d'homme des cavernes qui se dit: «J'ai passé la nuit», mais ça, je trouve ça assez extraordinaire, ouais. C'est clair. Mmh. Question corollaire, qu'est-ce qui vous irrite? Ce qui m'irrite, c'est la mauvaise foi. Ah! Ouais, ça, je pense que c'est alors j'ai travaillé, hein, j'ai appris à travailler sur moi En là-dessus, mais négociation, pourtant, il doit y en avoir oui, pas mais ça, mal. en négociation, vous savez que ça fait partie malheureusement de la panoplie de beaucoup de négociateurs. Donc, Ouais, on a des techniques pour la neutraliser. Vous mettez l'ego de côté, vous êtes factuel, objectif, et vous laissez une porte de sortie parce que la personne de mauvaise foi, elle sait qu'elle est de mauvaise foi. mmh, Quand vous lui montrez que vous savez, elle aime pas trop ah, ça. elle peut prendre une porte de sortie pour qu'on continue les échanges. Donc ça, j'arrive à le gérer. Non, c'est la mauvaise foi autour de nous, la mauvaise foi des hommes politiques qui nous racontent des choses dont ils savent que c'est faux et qui maintiennent que c'est vrai. Voilà, ça m'agace. Donc on est toujours dans l'authenticité, l'honnêteté. Ouais, soyez comme vous êtes, dites ce que vous pensez, même si ça fait pas plaisir, même si ça vous attire des ennuis, mais au moins vous pourrez vous regarder dans une glace, sans avoir à rougir. Et c'est intéressant quand même ce sujet de la mauvaise foi parce que je pense que dans le monde de l'entreprise aussi, on le vit souvent. Quelqu'un qui a pas fait quelque chose bien, on lui dit et puis ah, il y a toujours 150 excuses, et cetera. Dans ce genre de cas, comment est-ce que vous faites? J'en reviens un petit peu à mes questions sur l'entrepreneuriat et puis sur le monde business, mais vous laissez toujours une porte de sortie, vous confrontez la personne quand même. Enfin, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise foi, je vous mens, je sais que je vous mens, je sais que vous savez que je vous mens et Ah, je vous sa- refuse de reconnaître que je vous mens, bien sûr. ah, La donc on mauvaise foi, sait qu'on sait, la d'accord. mauvaise foi, au bout d'un moment, quand vous voyez que: «Mais si, je te jure, je t'ai dit ça». «Mais non, tu m'as jamais dit ça». «Mais si, je te l'ai dit». «Mais non, tu me l'as jamais dit». Au bout d'un moment, on sait qui est qui, hein. Vous savez, La c'est, vraie mauvaise foi, on la sait vraie qu'on sait, mauvaise foi, d'accord. on sait qu'on sait. Donc je laisse toujours une chance de sortir de la mauvaise foi. Je montre que je sais, voilà, tu me dis ça, écoute, je sais que ça s'est pas exactement passé comme tu me l'annonces, donc peut-être que tu as pas bien compris ou que tu te rappelles Ouais. pas exactement ce qui s'est passé, Mmh. mais en tout cas, je ne laisserai pas passer, ce qui vient de se produire et là, on réappuie sur le truc. 9 fois sur 10, la personne en face, elle a compris que vous lui laissiez une Mmh. chance, mais qu'elle n'en aura qu'une. Donc généralement, elle va prendre cette porte de sortie. «Ah oui, excuse-moi et tu as raison et peut-être effectivement que je me rappelle pas bien. Ouais, je Mmh. pense que c'est ça» et puis on oublie, on met ça de côté. Il faut pas non plus, revenir là-dessus: «Ah rappelle-toi, tu m'avais menti, rappelle-toi, tu m'as dit ça». Non, ça sert pas à grand chose. Montrez-lui que vous n'êtes pas dupe, montrez-lui que vous lui laissez une chance, aidez-la à sortir du piège dans lequel elle s'est enfermée toute seule et puis, si elle refuse de le faire, tant pis pour elle. Mais alors, est-ce que après
avec un petit peu de temps qui passe sous les ponts, on fait un petit débrief quand même et on se dit que là, il y a eu une session de mauvaise À foi quoi et ça qu'il vaut sert? mieux que ça se reproduise pas. Est-ce que la personne a modifié son comportement? Si elle l'a modifié, oui, pas la peine de revenir en arrière. Si elle l'a pas modifié, on revient pas en arrière, on traite du présent. Tu n'as pas changé ton comportement alors que je t'ai demandé de le faire. Dans ce cas-là, évidemment, Et on tu vas n'a être pas envie sanctionné. d'éviter le problème à l'avenir? Pourquoi? Mais si elle comprend qu'elle a bien fait de le faire, de changer son comportement, Mmh. il n'y a pas de raison qu'elle revienne en arrière. Si c'est juste mon ego qui me dit: «Ah, ah, ah, rappelle-toi, tu Mmh. m'as raconté des cracks la dernière fois». Si c'est juste pour mon ego, c'est pas forcément utile. Donc il faut pas tomber dans le triomphalisme non plus, quoi. On est là pour dire les choses telles qu'elles doivent être dites. On est là pour mener une mission dans une entreprise. On a un objectif à atteindre, on a des chiffres à faire, on a un chiffre d'affaires à rentrer. Donc oui, c'est important de garder aussi ça en tête. Si c'est juste satisfaire mon ego pour réappuyer là où ça fait mal et que ça sert pas l'objectif de la mission, franchement, ça vaut pas le coup. Mmh. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur? Il y a plein de causes qui me tiennent à cœur. Bah, l'écologie, parce que je suis un habitant de cette planète, on en a qu'une et je l'aime bien. Elle est pas mal. Ouais, elle est Surtout superbe, ces on levées de a de vraiment du soleil. bol, quoi. Ouais, bah, ça relève aussi de ça. Moi, quand je vois le printemps, ce qu'on peut faire avec une graine, vous mettez un petit bout de graine, un petit bout de truc dans la terre et ça va vous sortir un arbre avec des fruits. Je trouve ça assez incroyable, ouais. Bon, parlez-moi un petit peu de votre domaine en Bourgogne, Laurent. De quoi s'agit-il? En fait, avec Stéphanie, mon épouse, on a décidé de gérer d'abord nos opérations depuis la campagne. C'était notre maison de campagne. On partait là-bas tous les week-ends. Quand on arrivait le vendredi, c'était un grand bol d'air. On reprenait vie. Et le dimanche, quand il fallait rentrer, c'était de plus en plus dur. Donc, il y a eu un dimanche où on s'est dit, Vous êtes pas rentrés. on a pris la voiture, on est reparti et on a fait demi-tour. C'est vrai, Ouais, et on a dit non, on incroyable. reste là. Et c'était 3 semaines avant la Covid. Ah, bon timing. Donc sur ce coup-là, alors bon timing, oui. Sur ce coup-là, c'était compliqué parce que je venais d'acheter la maison de mes voisins pour faire une sorte de gîte. Et on s'est dit, ben, plutôt que faire un gîte, on va recevoir nos clients ici, on fait un campus. Donc on a entièrement bâti cette maison pour faire un campus. On a 12 chambres. On a une grande salle de formation. On a des panneaux solaires, donc on est autonome en électricité. On mange ce qu'on produit dans notre potager. On mange les œufs de nos poules. On produit pas encore le café, les avocats, mais ça va venir. Non, on essaye d'avoir un impact minimum sur l'environnement. C'était un pari, hein, il y a pas de business plan. On est parti tête baissée, on a mis toutes nos économies là-dedans et ça marche puisqu'on est plein, jusqu'à la fin de l'année et ça marche surtout parce que quand les gens viennent, ils ressentent la même chose que ce qu'on ressentait quand on passait là-bas le week-end. Ça Mmh. ralentit, le temps ralentit, on se met tout d'un coup à reprendre contact avec la réalité, on se met à mieux s'écouter entre nous et les gens qui viennent là-bas sont à 100 dédiés à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a pas des mails qui tombent toutes les 5 minutes, on met les téléphones de côté et pendant 2 jours, souvent c'est des formations de 2 jours, on passe notre temps à partager, à échanger. Et c'est, en grande partie sur la négociation ou ça va être d'autres domaines? On a 3 sujets de prédilection. La négociation, bien sûr, parce que c'est mon cœur de métier depuis toujours et même si j'ai voulu m'en éloigner un petit peu, j'ai pas réussi puisque les clients m'ont rappelé et m'ont demandé de revenir là-dessus. Le leadership, encore une fois, parce que je pense qu'on apprend à être leader. J'ai écrit Héraclès, le livre sur le leadership parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé au quotidien par le débriefing et on travaille sur la notion de performance aussi. On a un programme qui s'appelle Chronos et qui permet de travailler sur le sommeil, la récupération, la nutrition pour l'énergie physique. Parce que quand on est fatigué physiquement, on peut pas être psychologiquement, efficace. C'est clair. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous plaît particulièrement, peut-être que vous vous répétez de temps en temps, que vous pouvez partager avec nous? Alors une citation que j'aime beaucoup, même si je la pratique pas, c'est, celle de Caradoc dans Camelot, «Le gras, c'est la vie». Je dis ça parce que c'est franchement, si je pouvais avoir un vœu avant de mourir, j'aimerais dîner avec Alexandre Astier. Ah, il est génial. Vous savez que j'essaye de l'avoir sur le podcast. D'ailleurs, Non, mais franchement, si quelqu'un, le connaît, si envoyez-le quelqu'un le moi. connaît, vous me l'envoyez d'abord à moi, s'il vous Non! plaît, et je vous aiderai à négocier sur votre prochaine négociation difficile. Non, Alexandre Astier est un génie, franchement. C'est un génie du verbe, Ouais, c'est un génie de la musique, c'est un génie de la mise en scène. Il est vraiment incroyable. Donc, je suis un grand fan de Camelot, donc c'est cette mais phrase, c'est vrai que le tout le gras, monde la c'est la connaît. vie, Le gras, c'est la vie, il faut quand même le rappeler. c'est pas mal. Non, et j'aime bien une phrase de François Guizot qui dit: «Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs». Et j'aime bien cette notion d'optimisme. En ce moment, c'est pas mal parce que c'est pas l'optimisme béat, c'est l'optimisme à la Philippe Gabillet, quoi. L'optimisme Mmh. constructif, engagé, qui nous permet d'être conscient de ce qui se passe, mais persuadé qu'on va trouver des solutions. Oui et puis qu'il y a un optimisme de l'action parce que Ouais, les autres sont des spectateurs, c'est comme vous ça, dites. exactement. Est-ce qu'il y a une croyance, que vous auriez qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est, globalement dans la société actuelle, elle peut être française, internationale, il y a un certain nombre de croyances. Ça peut être que la France est un pays, où il ne fait pas bon vivre, ça peut être, je sais pas quoi, sur l'écologie et vous êtes plutôt pas très en phase avec ça? Bah, je suis pas en phase quand on dit qu'on vit en dictature en France.
Ah, on dit ça? Ouais, j'ai vu, bon, il y a plein de posts. Moi, j'ai fait des posts qui ont été, ouais, je crois que j'ai eu 11 000 réactions en disant que oui, on n'était pas en dictature. Allez voir ce qui se passe en dictature. Moi, je gère des crises dans des pays Ouais. qui sont de vraies dictatures. Oui, Voilà. c'est pas très humble de dire Ne ça. dites pas que Mmh. La France est un pays qui est géré par la démocratie, hein. Comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc, il n'est pas parfait, mais au moins, on a cette chance-là. Donc oui, quand j'entends dire ça, c'est des choses qui m'agacent, ouais. Je comprends. Ouais. Ou alors quand on dit que le pain au chocolat, doit être appelé pain au chocolat et pas Bien sûr. chocolatine, ou l'inverse, hein, On est bien d'accord, sûr, c'est hein. une Ça chocolatine, mais totalement. ça n'existe pas, le Je veux pain au dire, chocolat je d'abord, sais c'est même pas pas ce que bon, c'est. le pain au chocolat. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis? Plein de sujets sur lesquels j'ai changé d'avis. Celui sur lequel, j'ai parlé tout à l'heure, quand en pensant que j'avais le pouvoir, parce que j'avais mes galons Mmh. d'officier et l'étiquette du raid sur l'épaule. Alors ça, j'ai changé d'avis. Ouais, il y a des sujets sur lesquels j'évolue assez rapidement. Alors bizarrement, je me rappelle pas vraiment de mon avis, précédent. Une fois que j'ai changé d'avis, je l'intègre Donc comme vous avez étant peut-être vous-même un peu de mauvaise foi mon finalement, avis. Laurent? Non, pas de mauvaise foi parce que je reconnais. Quand je me D'accord. trompe, j'aime pas ça, hein. On va être très, très clair, j'aime pas ça. J'essaie d'être, voilà, pas de mauvaise foi, mais d'arranger un peu, mais quand je vois que ça passe pas et qu'on me rappelle, voilà, que mon entourage, mes enfants, ma femme me rappellent que non, non, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, je prends acte et Ils sont je là pour vous l'intègre. rappeler la vérité. C'est mon sac de confiance, ouais, ils sont là pour me ramener les pieds sur terre quand c'est nécessaire. Enfin, une dernière question, est-ce qu'il y a un livre, ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être même changé, transformé, que vous pourriez partager avec nous? Et pourquoi? Ouais, alors Le nom de la rose, évidemment, parce que c'est un livre et un film extraordinaire. Et ça m'a changé sur les livres. Alors le bouquin Le nom de la rose, bien sûr, est un livre extraordinaire, mais la scène, où Sean Connery, se brûle les mains en ramenant des livres, ah, je trouve ça incroyable. Ouais, elle est assez Il a compris incroyable. que c'était le savoir et que le savoir, il était là, on pouvait pas le laisser brûler. Donc ça m'a bien marqué sur les bouquins. Ma mère étant prof, j'ai eu plein de bouquins à lire et Mmh. j'aimais pas ça, hein. Des gros bouquins, des trucs vieux, voilà, ça me gonflait de lire ces bouquins. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire pour l'école, mais j'appréciais pas. Et puis j'ai compris pourquoi elle me donnait tout ça à lire. Parce qu'en fait, tout le savoir est là-dedans. Donc ça, effectivement, ce livre-là, bon, ça parle à beaucoup. Non, un autre livre, c'est Francis Walder qui a écrit Saint-Germain, ou La négociation. Francis Walder a écrit un livre dans lequel il raconte la négociation entre les catholiques et les protestants pour avoir la main mise sur certaines places fortes. Et j'aime beaucoup ce livre avec l'œil du négociateur. Quand on voit que ces hommes ont négocié avec leurs représentants respectifs, hein, le roi de France face à Coligny, bref, comment on arrive par l'abnégation de sa personne, à se mettre au service du collectif pour trouver une solution et éviter les guerres de religion. Donc j'ai bien aimé ce livre, ouais. Saint-Germain ou l'art de la négociation. C'est un livre assez court, assez facile à lire et c'est très très bien fait. Bon, bah, écoutez, ça donne envie de le découvrir en tout cas. Je vous laisse le découvrir. Laurent, merci 1000 fois d'avoir répondu à mes questions farfelues. Merci, Merci de ces questions farfelues qui sortent du cadre, c'est tellement bon. merci pour ce beau lever pardon, de soleil. Mm. Est-ce que, pour nous quitter, vous pourriez nous dire tout simplement où est-ce qu'on peut vous retrouver? Soit, dans le cadre de votre, très, très belle occupation en Bourgogne, où on peut vous retrouver vraiment physiquement ou même dans le monde merveilleux du web et des réseaux sociaux? Alors, on peut nous retrouver sur la page de notre agence, thetrustedagency.com. Donc, si vous arrivez à taper le nom correctement, hein, Je le vous allez mettrai dans les arriver notes de jusqu'à nous. l'épisode aussi pour On que peut nous retrouver sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges sur ce réseau mmh. professionnel. Et puis, si vous faites les salons du polar, j'ai mon second polar qui vient de sortir, qui s'appelle l'Organisation. Et je vais tourner un peu sur les salons du polar parce que C'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre autre vie qui est, d'être, bah, romancier quoi, parce que vous vous ennuyez un petit peu, je pense? non, je pense que justement, écrire en polar, mon premier polar est sorti il y a 3 ans. On a gagné le prix du polar, le prix est 100% polar, en plus, qui était d'une énorme pression parce que du coup, ça vous met un peu sous les projecteurs. Je crois que c'est le seul bouquin qui m'a fait me lever la nuit pour écrire quelque chose au tableau, dire: «Attends, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on ferait?» Et donc Stéphanie, mon épouse est ma relectrice, donc dès que j'ai une idée, j'écris, elle relit, elle me dit: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien». Ça a été un vrai, vrai travail à 2, même si elle relit tous mes autres livres, mais en tout cas là, ça a été une vraie co-construction. Donc oui, j'ai bien aimé ce challenge à se lever la nuit pour dire: «Attends, il y a un truc génial là, il y a une idée». «Non, non, c'est débile, on se recouche». Bon d'accord. Voilà. Mais j'ai bien aimé ce travail, ouais, je pense que ça sera ma vie quand je vais vieillir, je vais me mettre un peu plus sur les polars. Plutôt sympa. Ouais. Toujours la voix de la raison. En tout cas, merci Stéphanie, pour, votre avis toujours pertinent. Laurent, un grand merci à vous. Merci Pauline, À bientôt. à bientôt.